Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette conférence qui concerne donc la mondialisation que j'ai donc intitulée Ce mouvement pervers narcissique globalisé. Par rapport à ça, donc moi je suis Valérie Chénard, je suis psychologue du travail et psychologue social. Et c'est une spécificité de la psychologie qui est assez peu connue. On a souvent l'image du psychologue avec le divan et donc comment dire, je vais allumer la lumière. Le divan pour psychanalyser les gens, hein, c'est l'image de Freud, mais en fait la psychologie sociale s'intéresse moins à l'intérieur de l'individu qu'aux interactions qu'il a avec son environnement et avec ses congénères, hein, donc dans les groupes. Voilà, donc la conférence que je vais faire et l'analyse que j'ai pu faire donc concerne cette interaction entre donc ici la mondialisation et les événements qui ont pu se passer, notamment l'utilisation de connaissances sur le cerveau humain, comme vous verrez, et puis l'impact donc sur les gens. Voilà. Donc j'ai pris comme thème donc est-il possible de s'adapter à une société malade, parce que par rapport à ça en effet il y a notamment Krishnamurti qui disait que ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société qui est profondément malade, et cela traite donc justement du lien et du fait que pour être dans le mieux-être et dans le bien-être, en effet il faut avoir un environnement qui correspond aussi à nos besoins. Et trop souvent, on nous culpabilise ou on se sent pas très à la hauteur parce qu'il faut faire toujours plus ou il faut toujours être de bonne humeur, etc. Mais bon, voilà, il y a aussi des éléments qui font que quand ça ne répond pas à nos besoins, ben, en effet, ça nous rend malades. Alors, on va aborder plusieurs points en gros. Donc d'abord, globalement, mais on va passer assez rapidement, qu'est-ce que la mondialisation, donc comment ça s'est mis en place, etc. Ensuite, donc, on va parler des conférences Massy, qui sont beaucoup moins connues. Moi, on m'en a parlé à la fac, un petit peu, puisque dans mon cursus de psychologie du travail, pour aborder notamment l'approche systémique, mais on ne m'a pas appris l'ensemble des choses. Voilà. On m'a simplement donné des éléments sur ce qui me servait dans ma fonction, notamment pour faire des audits en entreprise, mais pas justement sur l'utilisation sociétale qui a pu avoir été faite. Ensuite, on verra donc l'erreur scientifique de ces conférences Massy, hein, donc qui est à l'origine du renversement du sens sociétal. Et puis on abordera du coup la question un petit peu plus clinique, donc qu'est-ce que c'est que la perversion narcissique et comment ça a été utilisé. Aujourd'hui, c'est un concept qui est beaucoup à la mode, et donc on verra un petit peu ça pour voir en quoi justement ce nouveau sens sociétal est un mouvement qui correspond à ce processus-là. Et puis enfin, on verra aussi comment se protéger de cela. Voilà. Ça va, tout le monde voit bien au niveau de... Oui. Il y a peut-être des endroits où c'est un petit peu plus petit, hein, mais bon... donc voilà, alors qu'est-ce que la mondialisation? Donc en fait, c'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc il y a eu 2 guerres mondiales importantes qui ont laissé beaucoup de séquelles et de morts. Donc les alliés donc, qui ont gagné la guerre donc, se sont unis, et leur projet donc, c'était... il y en avait 3 essentiels, c'était donc garantir la paix du monde, éviter qu'il y ait d'autres guerres mondiales. Ensuite, intégrer le facteur économique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Première et Deuxième Guerre mondiale, ça a été pointé, la cause qui a été évoquée, c'était notamment la charge et la dette au niveau monétaire qui avait appauvri notamment l'Allemagne et qui avait précipité vers le nazisme notamment.
Et puis, troisième élément aussi, puisque bon, Hitler avait envahi l'ensemble de l'Europe, donc dans une logique impérialiste, et c'était aussi de garantir l'autodétermination des peuples et l'égalité des droits de toutes les nations. Voilà. Donc c'était trois objectifs que visaient les alliés, les dirigeants à la fin de cette Seconde Guerre mondiale. Alors, les moyens qui ont été utilisés correspondent à surtout des instances internationales qu'on connaît plus ou moins. De temps en temps, on nous parle du FMI, ou de l'ONU, ou de la Banque mondiale, ou de l'OMC, etc. Il y en a pas mal, l'OMS aussi concernant la santé, donc l'ONU, Organisation des Nations Unies. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, donc ça c'est pour la stabilité monétaire. L'ONU c'est plutôt pour la charte qui concerne la non-ingérence, c'est-à-dire de garantir que les nations s'autodéterminent. Et puis donc il y a aussi l'OMC, donc qui est plus récent, l'Organisation mondiale du commerce, plus récente, mais il y avait des accords déjà de libre-échange, parce que c'est ça en fait qu'il y a derrière, c'est-à-dire que les pays aient des contrats pour baisser les taxes douanières, etc. Et puis l'Union européenne, qui aussi, on le verra, est un petit peu l'application de ce qu'a préconisé les conférences Massy dans en fait la réunion de plusieurs pays. Voilà. Donc les principes, je l'ai un peu évoqué en parlant de ces instances, donc c'est la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services, des personnes aussi, les travailleurs détachés, etc. Des techniques et aussi de l'information, qui est de plus en plus globalisée. Dans cette libéralisation des services, etc., je pense que vous avez dû entendre parler donc, de TAFTA, TIPP, qui est le traité transatlantique entre l'Union européenne et les États-Unis, qui va libéraliser les échanges. Le CETA, donc avec le Canada, Union européenne, Canada, qui est en application d'ailleurs depuis le 1er septembre, je crois, ou octobre, alors que les peuples ne sont pas d'accord, notamment il y a eu des pétitions qui ont été faites avec plus d'1 million d'Européens qui ne voulaient pas de ce libre-échange avec les États-Unis, et malgré tout la Commission européenne l'a mis au panier. Et les négociations qui se déroulent déjà depuis quelques années un petit peu en catimini continuent, et puis se signe. Mais alors on a entendu pas mal parler de ça ici en France, mais il y a aussi tout un ensemble d'autres choses. Donc le TISA, c'est sur les services, toujours avec les États-Unis, donc là ça met en danger les services publics notamment, tous les services. Mais sinon il y a aussi au niveau asiatique, l'ASEAN, où l'ALENA, c'est entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ou alors, il y a aussi, l'Union européenne est aussi en train de négocier avec le Japon pour, pareil, un traité de libre-échange. Deuxième chose, donc, c'est un autre principe, c'est l'interdépendance croissante de ces économies, de nos économies. Donc, avec l'intensification de la concurrence mondiale, l'expansion des échanges, au détriment aussi de notre environnement, parce que plutôt que de faire fabriquer à 1 kilomètre des objets et des marchandises, on les fait fabriquer en Chine et on les transporte après ici. Mais on facilite les échanges, notamment avec la Chine, etc. Et puis aussi des interactions humaines, notamment les dérégulations, des régulations en tout cas au niveau des mœurs aussi. Tout ça c'est sur le principe du néolibéralisme, ce sont des thèses d'économie. Alors c'est vrai que quand j'ai
essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait, je suis allée chercher aussi dans les théories économiques, et donc notamment Milton Friedman et l'école de Chicago, ou alors Adam Smith, qui en fait sont ce qu'on appelle des néolibéraux ou ultralibéraux, c'est-à-dire qui sont pour cette logique de les États qui ne doivent plus contraindre les marchés, et ce sont les marchés qui doivent eux-mêmes s'équilibrer. Voilà. Tout ça correspond un petit peu à la stratégie impérialiste des États-Unis, puisque on le sait peu, mais les États-Unis donc ont fait leur révolution, pas comme en France du tout. Là-bas, c'était parce que tout simplement les esclavagistes du Sud ne voulaient plus payer de taxes à l'Angleterre. Et donc, pour montrer leur révolte, ils ont jeté les caisses de thé à la mer. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les Boston Tea Party. Sur le fondement même, dès le départ, il y a réellement une opposition importante avec notre Révolution française, qui était au contraire que le peuple se libère de la tyrannie, en fait. Alors que là-bas, c'était des esclavagistes, donc des tyrans, qui voulaient être plus libres. Voilà, de la Grande-Bretagne. Donc là, bon, c'est un graphique, mais vous voyez peut-être pas bien, mais ça montre, en tout cas, vous voyez les couleurs et la courbe, c'est qu'en fait, on a une courbe qui va de 1948, donc de la fin de la Seconde Guerre mondiale et des premiers accords du GATT. Ici, vous avez 1995, l'OMC. Et alors attendez, en plus j'ai un petit pointeur, ça sera mieux parce que sinon je vais me tirer le bras. Non, s'il marche, il marche pas. Si, voilà. Ici donc vous avez 95, et donc à partir de là, de la création de l'OMC, vous avez une augmentation énorme des accords de libre-échange et commerciaux entre les pays du monde. Donc là, il y a plus de 445, donc c'est la courbe rouge, là, 445 qui sont en activité. Ceux-là, ils sont, ce plus haut, donc c'est 639. Donc là, ici, ils ne sont pas tous en activité, mais voilà. Donc ça montre en effet que la mondialisation a mis en application tout ça. Donc quelques repères au niveau historique. Vous avez donc les accords de Bretton Woods ici. Donc ça c'est pour la création monétaire, c'est à l'initiative de Roosevelt. Élément important, c'est le dollar qui est devenu une monnaie mondiale pour stabiliser l'économie, comme c'était le pays qui avait le plus de richesses. Il a été décidé qu'une once d'or correspondait à $1 et que tout s'échangeait avec le dollar. Donc ces accords de Bretton Woods ont été à l'initiative des États-Unis, pas des alliés, c'est vraiment à leur initiative. Ensuite, donc là, il y a la Charte des Nations Unies, donc l'ONU, donc en 1945. Vous avez la Banque mondiale et le FMI, pareil, 1945, l'UNESCO aussi. Donc l'UNESCO, c'est plus tout ce qui concerne l'enseignement, l'éducation, au niveau de la mondialisation. Vous avez l'Organisation mondiale de la santé, la Déclaration universelle des droits de l'homme aussi, qui s'est fait en 1948. Alors, c'est en fait une déclaration qui est très différente de notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc, ils ont enlevé en effet le citoyen. Et je crois que dans ma dernière conférence, notamment, j'en parle de l'impact que ça peut avoir justement sur les lois et les relations qu'on a à ce niveau-là. Ensuite, donc, il y a le fameux plan Marshall. Alors là, on voit encore les États-Unis. Alors là, carrément, ils se substituent à la Banque mondiale, puisque la Banque mondiale devait faire des prêts. C'était sa mission. Donc, elle devait faire des prêts auprès des pays, notamment pour la reconstruction, etc. Et là, c'est les États-Unis qui, à leur initiative, font ce plan Marshall.
À savoir que, petite anecdote, mais qui est quand même son importance, c'est que la signature des accords Bloom-Burns, qu'on appelle, ben, en contrepartie des sommes qui étaient données dans le plan Marshall, la seule chose qu'a demandé les États-Unis, c'était notamment qu'on ouvre le cinéma à la culture. Enfin, que la France ouvre entièrement au cinéma américain pour justement au niveau culturel pouvoir dans sa lutte contre le communiste éviter que la France et en tout cas les pays d'Europe basculent dans le camp communiste, et donc c'était une chose importante qui avait été et c'est les accords bien. Ensuite, donc la communauté européenne, donc, mais qui a débouché par l'Union européenne en 2009, mais ça a été un processus. Et puis la rupture de Bretton Woods. Alors oui, alors important, là c'est pas du tout les alliés qui ont décidé, hein, c'est les États-Unis, donc le président Nixon, qui donc suite à tout un ensemble de choses a décidé donc de casser l'équivalence du dollar avec l'once d'or et de faire une création monétaire qui se fait en fait non plus à partir du stock d'or que les pays ont, hein, et qui n'ont plus d'équivalent d'économie réelle, mais qui se font par la dette. Hein. Donc c'est une phase très importante qui est assez peu connue d'ailleurs malheureusement, mais qui explique notamment pourquoi nous sommes super tous endettés, et en premier les États-Unis. Voilà. Et puis l'OMC, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure, donc c'était les accords du GATT, hein, qui avaient eu lieu déjà dès 1947 et puis qui ont abouti à l'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Il y a d'autres, hein, bien sûr, je n'ai pas tout noté, c'est juste pour faire un petit panorama. Alors, je reviens là plus précisément, alors vous ne voyez peut-être pas ce qui est écrit là, mais je voulais dire, c'est juste, j'ai pris une copie d'écran, hein, tout simplement, de la charte de l'ONU. Le principe important de l'ONU, c'est du droit international, du coup, qui est juridique, hein, par rapport à ça, c'est le devoir de non-ingérence, hein, justement pour éviter que des pays envahissent d'autres à côté ou s'immiscent dans les autres pays. Et donc il est bien noté que c'est un principe, donc en jaune là, un principe d'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Hein. Donc, et que donc les États-Unis, les Nations Unies, pardon, ne s'autorisent pas à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence des États. Hein. Donc ça, c'était un droit aussi qui était important. Voilà. Voilà, alors du coup, on voit que dans les différents objectifs, en même temps, on a les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, ils sont égaux en droit, et puis d'un autre côté, les États-Unis, on l'a vu, hein, qui impose une hégémonie, qui décide donc du système économique finalement mondial et qui l'impose donc avec le libre-échange, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un peu une injonction paradoxale, hein, en même temps. Donc on dit qu'on est libre et puis d'un autre côté, et qu'on est en démocratie, puis d'un autre côté on voit bien que on est obligé pour des raisons de concurrence, sinon on ne va pas survivre, de voilà, signer ces accords, etc. etc. Alors justement la conférence et la suite va permettre de comprendre pourquoi il y a cette injonction paradoxale.